Bonjour à tous. Nous allons parler de très bonnes choses. Voilà. Sur la photo, c'est mon oncle, ici, Fulbert Yulou, John Kennedy, ancien président des États-Unis. John Kennedy, Fulbert Yulou. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Tché africain, Georges Passy, le neveu de Fulbert Yulou, demande justice à la France. Oui. La France a hyperement fait du mal dans mon pays d'origine, que le Congo-Brazzaville. Et la France continue à faire du mal dans toute l'Afrique. L'Afrique va mal. Une mafia bien organisée. On exécute, on fait immensément mal. La France-Afrique. Une mafia très grave. Donc, il faut dénoncer le mal. Donc, aujourd'hui, nous allons parler. À l'Élysée, ils organisent des grandes fêtes. D'où vient l'argent que l'Élysée organise des super grandes fêtes? Une grande partie, l'argent détourné en Afrique. La France-Afrique est une grande mafia. Une grande partie du pognon vient des comptes courants. L'argent des pays africains. Et l'Afrique n'est pas développée. L'Afrique est toujours dans une catastrophe à cause de la mafia de la France-Afrique. Cette mafia est une grande peste. Une grande peste. Elle détruit l'Afrique. Elle détruit l'éducation nationale au XXIe siècle. En Afrique, il n'y a même pas de l'eau potable. Dans les robinets, il n'y a pas. L'eau potable, quand je dis l'eau potable, l'eau claire, comme cette bouteille, il n'y a pas. Et en Afrique, les gens font que souffrir parce que le système de la France-Afrique, elle pille tout. Elle vole tout et elle détruit tout. Nous allons suivre quelque chose avant de rentrer en profondeur. Parce que la mafia de la France-Afrique, il faut la dénoncer. Premièrement, nous allons voir les grandes fêtes qu'ils organisent à l'Élysée. Après, nous passerons par autre chose. La République reçoit. C'est la traditionnelle Garden Party. 14 juillet, fête nationale. Aujourd'hui, le président de la République reçoit. C'est la traditionnelle Garden Party. Ambassadeurs, hautes personnalités, élus et ministres sont invités au palais de l'Élysée. Une réception à laquelle sont aussi conviés de simples citoyens. Mais attention, on n'entre que sur invitation. À l'intérieur, voilà ce que l'on découvre. Dans les salons et les jardins, quelques milliers de privilégiés se pressent autour des buffets. Le
champagne coule à flot et les petits fours sont très appétissants. Le clou de la journée, c'est l'apparition du couple présidentiel. Vous faites honneur à la France, vous êtes l'avenir de la France et je vous en remercie. C'est la première fois que je viens, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, magique. C'est le roi reçoit, c'est le peuple. Donc le peuple vient, le peuple vient manger. Ça doit chiffrer pas mal quand même. Je voudrais pas avoir à payer la note en tout cas, ça c'est sûr. Combien coûte cette réception? Impossible de le savoir. La facture de ce pince-fesses républicain n'est jamais rendue publique. Pas plus que l'immense majorité des autres dépenses de l'Élysée. En France, le président jouit d'un statut financier à part. Il n'a pas de compte à rendre et personne ne peut le contrôler, pas même les députés. On a toujours un peu l'impression que le contrôle, la volonté de transparence... Le contrôle. Il n'y a pas de contrôle à l'Élysée. Le président de la République peut jouir immensément avec une fortune qui ne lui appartient pas. L'argent du peuple. Mais l'argent, en majorité, détourné en Afrique pour faire plaisir aux troubadours mafieux de la France-Afrique. C'est soi-disant président français. Mais c'est un Français qui parle. Un Français très en colère parce que mes origines viennent de l'Afrique. Je suis né en Afrique. Le tiers africain, français. Je suis né en Afrique. Mes parents maternels, ce sont des Blancs. Mais je ne suis pas d'accord de cette cellule mafieuse qui appauvrit l'Afrique et qui fait à ce que l'Afrique soit en retard dans tous les domaines. La vérité doit être dite. Et elle sera dite. La mafia de la France-Afrique, elle tue immensement. La mafia de la France-Afrique, elle appauvrit immensement le continent d'Afrique. La mafia de la France-Afrique, elle détruit immensement l'éducation nationale. Elle appauvrit immensement toutes les générations en Afrique. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal parce que la cellule de la France-Afrique, une cellule mafieuse. L'Afrique va mal parce que par rapport à la conférence de Berlin, 1884-1885, ils se sont partagés l'Afrique. Est-ce que l'Africain a partagé l'Europe? Est-ce que l'Africain s'est servi de l'Europe? Mais eux, ils pillent l'Afrique. Ils pillent l'Afrique. La vérité doit être dite. Nous allons suivre quelque chose de très important. Et après, nous passerons à autre chose. Le tiers africain, le neveu de Fulbert Youlou, le vrai président du Congo, Brazzaville, l'homme qui n'a jamais volé aucun centime. Mais Sassou Nguesso a toujours volé. Et Sassou Nguesso a appauvri immensement le Congo. Et Sassou Nguesso est la petite chérie de la France, de la loge de France. Et c'est Sassou Nguesso qui est derrière toute la manigance de la tricherie des élections au Congo RDC. Voilà pourquoi mon père, je serai toujours en colère contre lui. Parce que c'est lui qui nous a ramené Sassou Nguesso de merde. Alors, nous allons suivre qu'est-ce qu'un député dit sur la France-Afrique. Très important. La présence militaire française en Afrique a perduré au-delà de la colonisation du fait de ces accords. La France est intervenue 60 fois dans 24 pays en 60 ans. Pour le plus grand bien des potentats africains et pour la préservation des ressources naturelles jugées indispensables à l'économie française. C'est ça, la France-Afrique. Et tout cela perdure malgré les vœux hypocrites de chaque président de la République française d'en finir avec les liens opaques qui unissent la France et les dirigeants de ses anciennes colonies. Et si l'aventure un pouvoir africain montre ne serait-ce que quelques velléités d'indépendance, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire à l'issue des élections de l'an 2000, l'assurance vie de la présence militaire française se transforme en facteur de déstabilisation et d'affaiblissement pour ce pouvoir. À ce sujet, permettez-moi de vous interroger sur le rôle exact de la France dans le bombardement de Bouaké en 2004 et des événements qui s'en sont suivis, Madame la Ministre. Je note à ce sujet que dans la procédure concernant le bombardement,
La juge d'instruction Sabine Kéris demande le renvoi des ministres de l'époque, Dominique de Villepinte, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier devant la Cour de justice de la République. Avons-nous affaire à une barbouzerie qui a mal tourné et qui cette fois-ci mêlerait le sang de nos soldats avec celui des citoyens ivoiriens? Comptez-vous ouvrir les archives pour qu'enfin éclate la vérité dans cette affaire? Toutes ces méthodes sont d'ailleurs les racines de l'image déplorable de la France sur le continent africain et la raison de notre manque de crédibilité en Afrique. Avec le passé, qui est le nôtre, c'est le principe de non-ingérence qui devrait être la ligne de conduite pour notre pays, qui parmi d'autres a commis les pires crimes et les pires horreurs sur le continent africain. Il lui a pillé ses habitants, ses ressources, son argent. Et cela continue depuis des décennies. Il faut que cela cesse. Ce n'est pas le chemin que prend la présidence de Macron. L'habitude coloniale de la France est encore largement préservée dans certains pays d'Afrique, comme nous avons pu le voir encore en 2019 au Tchad, à Djibouti ou en Côte d'Ivoire, pour ne donner que 3 exemples. On a pu remarquer en effet de très fortes rémanences de ces principes france-africains au Tchad, où l'armée française a bombardé en février dernier une colonne de véhicules appartenant à des opposants au dictateur tchadien Idriss Déby. Ce chef d'État zélé est protégé contre toute logique par la France, qui le remercie en lui permettant de rester à son poste, sans être dénoncé, alors qu'il y était depuis 1990. Un pays comme le nôtre peut-il se permettre de protéger un homme qui dirige un État comme s'il était sa propriété, et qui n'hésite pas à supprimer ses opposants, à pratiquer la torture, à pratiquer les enlèvements? Nous sommes toujours dans l'attente de précisions sur ce dossier. Peut-être est-ce inavouable. Nous continuerons à demander des comptes. Mais le Tchad n'est pas le seul pays à être encore sous protection française. Comme le dit son chef d'État Ismaël Omar Guelleh, malgré les changements dans la région, rien ne bouge à Djibouti. Lorsqu'il s'agit de faire des petits gestes pour Djibouti, l'État français ne se prive pas. Récemment, Mohamed Kadami, un opposant djiboutien disposant du statut de réfugié politique en France, a été mis en examen et risque d'être renvoyé à Djibouti au mépris du droit français pour satisfaire le régime djiboutien, voire même pour l'échanger avec un prisonnier djiboutien qui aurait un rôle dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Et prenons un 3e exemple de la protection de la France envers ses fidèles, la Côte d'Ivoire. Après avoir acté que l'on ne peut qualifier le coup d'État d'Alassane Ouattara en 2011, la France a permis au nouveau chef d'État d'envoyer Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Après 7 ans de procédure, pendant lesquels Laurent Gbagbo était en détention provisoire, en contradiction totale avec les recommandations en la matière de la Cour européenne des droits de l'homme, celui-ci est maintenu en liberté conditionnelle sans pouvoir retourner en Côte d'Ivoire après son procès où il a été acquitté, ce qui est en contradiction totale avec tous les principes de droit. Il semble que les pressions ivoiriennes et surtout françaises aient permis que le principal opposant de Ouattara ait encore des bâtons dans les roues pour l'empêcher de revenir dans son pays à la veille des élections présidentielles de 2020. L'ingérence française dans les affaires internes des pays comme Djibouti, le Tchad ou bien la Côte d'Ivoire est insupportable et n'est pas digne de notre pays. Les accords de défense bilatéraux, s'ils ont changé dans la forme depuis les années 70, permettent donc à la France de maintenir une présence dans ses anciennes colonies, ce qui pose de graves problèmes de probité à l'usage de nos forces armées. Personne ne s'est grandi dans cette récente histoire et la France ferait mieux de travailler autrement en Afrique que d'utiliser son armée pour garantir une stabilité des dictateurs propice uniquement pour les affaires et destructrice pour les peuples. Et ce qui se voit lorsqu'il s'agit de la France-Afrique, c'est que la France pratique un système de 2 poids 2 mesures, qui n'est pas tenable sur le long terme. Par exemple, en ce qui concerne le massacre de Douéké, en Côte d'Ivoire, dont des commémorations ont lieu hier, de plusieurs milliers de personnes par les partisans de l'actuel président Alassane Ouattara, l'armée française n'est pas intervenue. Par contre, lorsqu'il s'agit d'Idriss Déby, et lorsqu'il demande à la France d'attaquer ses opposants, nous fonçons les bombarder, tandis que lorsqu'au Mali, une attaque fait près de 160 morts dans un village, la France ne bouge pas. Pourtant, nous avons signé un accord de coopération en matière de défense entre la France et le Mali, qui a été ratifié en 2015. Que ferait la France? Pourquoi a-t-elle été si rapide à attaquer les opposants tchadiens? Pourquoi elle ne réagit pas lorsqu'il s'agit de massacres de Maliens ou d'Ivoiriens? Pourquoi la France s'entête dans une stratégie au Mali qui est en échec? Je pense que le gouvernement se ferait fort de nous éclairer sur cette situation et de revenir sur ce qu'a récemment dit la ministre des Armées, Florence Parly. Je la cite. « Serons-nous amenés à intervenir chaque fois qu'on nous le demande ?» « Non, répond-elle.
La décision relève in fine de l'appréciation du président de la République. En l'espèce, il n'était pas souhaitable qu'un pays fortement contributeur à la lutte contre le terrorisme et présent sur d'autres fronts soit déstabilisé avec une conséquence ultime. Pour conséquence ultime, une augmentation de nos engagements en OPEX. C'est dit. Voilà. Nous avons écouté. La France, une grande mafia. Elle détruit immensement. Elle crée des guerres en Afrique. Chez moi, au Congo-Brazzaville. La France, toujours derrière les crimes odieux, les assassinats des anciens présidents au Congo-Brazzaville. La France, toujours la France. Sassou Nguesso, la serpillière de l'Élysée. Sassou Nguesso, l'espion. Sassou Nguesso, le terroriste numéro 1 au Congo-Brazzaville, fait immensement du mal. Parce qu'il est encouragé par la France. Il est encouragé par l'Élysée. Emmanuel Macron, président soi-disant, mais qui n'est que le roi Jupiter. Le roi Jupiter, le roi de la mafia de la France-Afrique. La vérité doit être dite. Nous allons suivre un peu quelque chose d'autre. De façon occulte, encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense un colossal empire d'argent, principalement sur le dos d'un continent, l'Afrique. L'Afrique, le long des côtes du golfe de Guinée, c'est le précaré historique d'Elf. Elle représente les 2/3 de la production de la compagnie, au large du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria, du Congo. Une des pièces maîtresses d'Elf, c'est le Congo, capitale Brazzaville. Malgré ses 14 millions de tonnes de pétrole produits chaque année, le pays est mal géré depuis 30 ans. Mais Elf a su y gagner énormément d'argent grâce à toutes sortes d'opérations. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte, et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont Elf, les employés sont Elf, les chiffres sont donnés par Elf, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu.
il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Là, on peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis? Le système de comptage était imprécis. Ces manipulations, les cadres congolais du pétrole s'en doutaient, mais impossible alors pour eux de poser trop de questions à Elf. Dans sa maison de Brazzaville, nous avons rencontré Saturnin Okabé. Il a été plusieurs fois en prison pour ses idées politiques et a été écarté de la gestion du pays depuis plusieurs années. Mais dans les années 80, il a été un des grands patrons des pétroles congolais. Selon lui, il n'était pas facile de contester ouvertement l'honnêteté d'Elf et des autres compagnies pétrolières. C'était toujours dangereux de vouloir donner l'impression qu'on n'a pas confiance à tel ou tel opérateur économique. Ça, je dois aussi vous le dire. C'était dangereux. Dangereux pour la personne qui était là. Parce que c'est quand même l'affaire pétrolière, et il faut le dire, est quand même une affaire de gros sous. Pour avoir mis son nez dans cette affaire de gros sous, il raconte avoir été tout simplement viré de son poste, un des plus importants du pays, en 1991, du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui m'est très confiant, qui m'a dit, écoute, demain matin ne viens pas au bureau. Ah bon? Mais demain matin, je ne suis pas parti au bureau, mes portes étaient fermées, clouées. Mais selon plusieurs responsables congolais, Elf aurait fait plus que cacher des quantités de pétrole. Jusqu'au milieu des années 90, la compagnie aurait menti au pays sur la vraie valeur de ces barils de brut. Pendant longtemps, on nous a fait croire que notre brut n'était pas d'une bonne qualité. Tous les pétroles produits à travers le monde ne sont pas de la même qualité, donc de la même valeur. Pour le pétrole produit au large du Congo, comme c'est Elf qui le commercialisait sur le marché mondial, ces calculs se faisaient dans les locaux de la compagnie, à Paris. Des calculs très défavorables aux Africains, qui permettaient à Elf d'acheter le pétrole brut moins cher, après ce qu'on appelle une décote. Près des Champs-Élysées, nous avons retrouvé Mungungan Gila, ministre des Finances congolais en exil. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en 1993, il a été un des premiers à dénoncer cette décote. Quand nous sommes arrivés, la décote était extrêmement lourde. Hein. Elle était combien? 5 $ à peu près. En tout cas, 5 $ sur quoi? Par baril. Alors, le pétrole congolais valait-il vraiment 3, 4, 5 $ de moins par baril que le prix mondial, comme Elf le payait à l'État congolais de l'époque? Mungungan Gila est persuadé que non. Quand les Congolais s'en sont sérieusement préoccupés, Elf a été obligé de remonter ce prix, comme d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'à votre connaissance, ça correspondait au prix réel auquel il était vendu in fine sur le marché? Je vous dis que non, puisque nous avons pu ramener la décote de 5 $ à 1,5 $. Ça veut dire que quelque part, il y avait 3,5 $ qui se baladaient. Alors va-t-on nous faire croire que les qualités de ce brut avaient subitement changé? Par quel miracle? Par quel miracle? Nous avons rencontré à Paris Patrick Gantès. Il a été cadre chez Elf pendant 20 ans. Il a été notamment délégué au Congo. Aujourd'hui, il admet que Elf a tiré parti sans complexe de la confiance des Congolais. Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utilisé, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. Et ce n'est pas tout. Selon nos interlocuteurs à Brazzaville, la compagnie locale Elf Congo, dont voici les bureaux, ne payait pas ou peu d'impôts. Elf Congo affirmait gagner très peu d'argent, à la grande surprise de la plupart des responsables du pays. Il y a eu des périodes euphoriques, hein, quand il y a une période de boom pétrolier, où je me souviens dans les années 80, entre 80 et 83, vous avez eu le baril qui est allé parfois jusqu'à 40 $. Et le dollar à cette époque coûtait 10 francs. Donc on ne peut pas dire que c'est petit de l'argent dans un contexte aussi favorable. Mais en revanche, la société présentait dans son bilan un déficit. Eh oui. Eh oui.
Difficile à comprendre venant d'une filiale qui représente entre 12 et 14% de la production d'elfes dans le monde. Pourtant c'est tout simple. Les bénéfices n'étaient pas déclarés au Congo, mais en Suisse ou en France. Une idée qui remonterait au premier directeur financier de la compagnie. On va faire le gain minimum à la filiale, si vous voulez, pour en faire profiter le maximum les structures centrales. En limitant les gains de la filiale, ouais. Quelles conséquences pour le pays producteur? C'est que l'impôt est moindre, la recette fiscale est moindre. Et ça joue sur des montants importants? Oui. Nous sommes confrontés à des difficultés telles qu'à certaines périodes, on s'est retrouvé avec des recettes de 10 000 francs ou 7 000 francs par mois. Des recettes? Des recettes pétrolières. 10 000 francs de recettes pétrolières? 10 000 francs français de recettes pétrolières ou 7 000 francs. Au pire, on a eu toutes 7 000 francs français de recettes pétrolières mensuelles. Voilà. Résultat de 30 ans de mauvaise gestion. Alors, si le peuple africain va dans les pays arabiques, comme au Koweït, et disent, est-ce que vous faites une recette de 7 000 euros ou 10 000 euros, ils vont crier. Ils ne font pas cela. Ils font plus d'argent. Mais pourquoi en Afrique on se moque du peuple africain? C'est par rapport à la mafia de l'Élysée. La mafia de l'Élysée qui est égale la France-Afrique. Il faut piller l'Afrique parce que par rapport aux données de la conférence de Berlin 1884-1885. Alors je dis ceci à Emmanuel Macron, le roi de France dictateur, le roi de la mafia France-Afrique. Emmanuel Macron. Ici c'est mon oncle. Mon oncle, Fulbert Yulou, le vrai président du Congo. Il n'a jamais volé comme Sassou Nguesso, la petite chérie de la France. Et ici, c'est John Kennedy. Alors, mon oncle, il mettait des soutanes Christian Dior, obligé par la mafia de la France-Afrique, qu'ils mettent ces genres de vêtements Christian Dior. Et ça coûtait immensement cher parce que la mafia de la France-Afrique lui demandait de mettre cela. L'Afrique va mal. Pillage sur pillage. Et d'économie Et pétrolière. il manque beaucoup de choses en Afrique. Par rapport à quoi? La mafia. La mafia de la France-Afrique. Mais est-ce qu'on va continuer à être dans le silence? Est-ce qu'on va continuer à admirer ce que la France fait en Afrique? Je dis non. Il faut que ça change. La France pille immensement en Afrique. Et elle détruit l'Afrique. L'Afrique va mal. Mais est-ce qu'on va continuer à accepter ce qui se déroule en Afrique? Nous allons écouter quelque chose. À l'agriculture, à faire surtout à l'agriculture. Et cette usine n'est toujours pas construite? Non, elle n'est pas construite. Donc la Suisse et la France achètent du minerai brut Mais ils n'achètent pas. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est de l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Absolument. Depuis 1966 jusqu'aujourd'hui, ni la France ni la Suisse n'a versé un franc pour tout ce minerai. Mais il s'agit juste de quelques kilos à chaque fois. Pas possible. Il s'agit de très bons kilos parce que... D'après vous, dans un avion, combien on peut en charger de minerais comme ça à chaque voyage? Ben écoutez, je ne dirais pas que c'est exagéré, mais ce sont des avions cargo. Or, vous connaissez aussi bien le tonnage des avions cargo que moi. Ah, donc c'est une centaine de tonnes? Absolument, absolument, une centaine de tonnes. Et
Des voyages assez fréquents? Des voyages assez fréquents. Et pendant des années, Oui, des années. Ils ont créé même un terrain d'aviation à côté pour transporter cet uranium. Et le gouvernement centrafricain, ça lui passe devant le nez, bien sûr. Mais on vous donnait les résultats de ces recherches sur le minerai? On ne donnait pas. C'est resté tout à fait un domaine secret. Voilà. Ici, nous avons écouté l'ancien empereur Bokassa. Oui, Bokassa, empereur de la Centrafrique. L'Afrique va mal à cause de la mafia de la France-Afrique, de l'Élysée. Car l'Élysée, une grande cellule mensongère pour détourner immensément les biens du peuple africain. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Mais quand on regarde l'Afrique, le cauchemar de l'humanité. L'Afrique va mal à cause de la mafia de la France-Afrique. Et ils ont instauré depuis leur système du franc CFA. Et ce franc CFA rapporte des centaines de milliards à la France. Est-ce que ces milliards-là vont dans les poches des citoyens français pauvres? Non. Ça va dans les poches des députés. Des poches, députés de l'Assemblée nationale, députés du Sénat. Et ça va dans les poches du Premier ministre. Toute la mascarade de la mafia du gouvernement français. Tous des mafieux. Oui, tous des mafieux. Même dans la police française, il y a des mafieux. La vérité doit être dite. Alors, l'Afrique va mal. Mais l'Afrique va mal. Est-ce que nous allons continuer toujours à tolérer la mafia de la France? Est-ce que nous allons continuer toujours à nous taire? Non. Il faut que ça change. Mais pour que ça change, qu'est-ce qu'il faut faire? Les citoyens doivent être debout. Un collaborateur Nous allons écouter ici. du président de la République, déguisé en policier, va frapper des opposants politiques à plusieurs reprises. Et ensuite, il a des passeports diplomatiques. Et ensuite, il fait des contrats russes. Et ensuite, il viole son contrôle judiciaire. Et là, nous sommes presque, pas tout à fait un an après cette affaire. Et ils sont tous en bloc, en train de le défendre. En train de défendre, nous l'avons révélé mardi, un faussaire. Nous avons montré qu'il faisait des faux, qu'il imitait des signatures. Tout l'Élysée a soutenu, monsieur Benalla. Si le Sénat fait cette transmission pluripartisane, on est assez attaché à notre pays que parfois il y ait des majorités d'idées. Là, ce sont des républicains et des socialistes, donc des gens qui sont de courants politiques différents et qui tombent d'accord par rapport à une réalité qu'ils ont documentée. Vous savez, M. Philippe Bas, il était secrétaire général de l'Élysée sous Chirac. Il sait comment ça fonctionne, l'Élysée. Donc il sait qu'ils ont été mis dans une situation et qui pose un vrai problème. Pourquoi l'entourage du président de la République, les affidés du président de la République, les courtisans du président de la République font bloc avec ce délinquant, car il est accusé de délit, y compris encore récemment, grâce à Mediapart, le selfie, grâce à Mediapart, d'autres exemples qui ont été révélés. Donc, il y a là un énorme mystère. Et il y a là un scandale. Ils devraient laisser faire la justice et, encore une fois, les pouvoirs. Ils ne respectent pas la séparation des pouvoirs. Ils vont le comprendre encore mieux demain matin. Pourquoi demain matin? À 9 h du matin, en lisant Mediapart. Pourquoi? Nous allons demain révéler un nouveau personnage de l'affaire Benalla. Quelqu'un qui est à l'Élysée encore. Quelqu'un qui est tout près du président de la République, Emmanuel Macron. Ce sera à lire dans Mediapart demain. Cette affaire est immense. Quelqu'un qui est impliqué, c'est ce que vous voulez nous dire? Vous allez comprendre demain. C'est immense cette affaire. L'énigme pour moi. Et d'où ma gravité. L'énigme, c'est que à partir du moment où un contre-pouvoir, la presse, a fait son travail, l'Élysée doit laisser faire.
qu'est-ce qu'ils font? Ils s'acharnent à le soutenir, ils s'acharnent à entraver. Encore une fois, sans le travail de la presse, tout ça, on ne le saurait pas. Pourquoi s'acharne-t-il? Je vais vous dire mon hypothèse d'enquêteur. Parce qu'il y a un secret entre M. Benalla et M. Macron qu'il protège. Ce n'est pas le secret de M. Benalla qu'il protège. Dans toute démocratie, M. Macron devrait passer à autre chose. Il a quand même dit qu'il demandait l'indulgence pour cet homme. Il demande l'indulgence pour les gilets jaunes. Quand il fait sortir, excusez-moi, car il faut passer à ce qui se passe cette semaine. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, à part une situation coloniale, on fait sortir la troupe pour du maintien de l'ordre. On met l'opération Sentinelle, qui est contre l'ennemi intérieur, contre le terrorisme, face à un mouvement social. C'est ce qui est annoncé pour samedi, avec un pouvoir qui se dit, s'il y a des morts, c'est pas grave, tant pis pour eux. Vous vous rendez compte? Vous demandez la désobéissance des fonctionnaires? Bien sûr. Bien sûr, la résistance à l'oppression, elle est dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Ce pouvoir, dans sa dérive folle, avec ce ministre de l'Intérieur qui s'affiche en boîte, qui est une honte de la République, ce pouvoir est en train de mettre le feu à notre pays. La violence de ce pouvoir attise la violence de ce pays. Elle excite les amertumes, elle excite les humiliations. Il n'y a qu'une réponse quand il y a une crise aussi durable. Une réponse démocratique, politique. Et il y en a dans la Ve République. On dissout l'Assemblée, on va devant les urnes, on change de gouvernement, on change de Premier ministre, on fait le référendum, on démissionne. Mais nous sommes devant une situation qui est inadmissible. Que tous les défenseurs... Vous vous rendez compte, la France, excusez-moi, nous ne sommes pas une île dans le monde. Le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, la commissaire européenne des droits de l'homme, la commissaire de l'ONU, des Nations Unies des droits de l'homme, le défenseur des droits, la commission consultative des droits de l'homme, ont tous tiré le signal d'alarme. Et ces gens-là ne compteraient pas. Vous avez vu le mépris de M. Castaner pour M. Jacques Toubon, défenseur des droits? Vous avez vu comment ils en parlent? Quand même, une démocratie, excusez-moi, ce n'est pas le pouvoir d'un seul qui décide tout seul. C'est un écosystème. C'est des convoirs et des contre-pouvoirs. C'est des autorités administratives indépendantes. Quand même, on écoute la société. Si en 4 mois, ils n'ont pas réussi à faire taire les gilets jaunes, c'est qu'il y a une colère profonde dans ce pays. Voilà. Une grande colère, parce qu'en France, c'est la mafia de l'Élysée, la mafia d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron se dit qu'il peut piller l'Afrique, il peut faire tout son cinéma en Afrique. Il ne sera pas inquiété. Nous avons suivi tout à l'heure. Nous avons suivi. Quand à l'Élysée, il y a des grandes fêtes. Il y a immensément d'argent dépensé, mais personne ne connaît combien d'argent il dépense. Personne. Parce que le président peut faire ce qu'il veut avec l'argent. Mais si on fouille bien, une grande partie de cet argent, ce sont les mallettes. Les mallettes que les dictateurs africains, soi-disant des chefs d'État, mais qui ne sont pas des chefs d'État, qui sont les cochons de l'Élysée, qui donnent immensément des mallettes, valises d'argent. Oui, ils se baladent avec des liasses, les détournements immenses d'argent du peuple africain. Pendant ce temps en Afrique, il n'y a pas de l'eau potable dans des robinets. L'eau potable, quand je dis l'eau claire ainsi, il n'y a pas. En Afrique, les gens doivent boire l'eau sale. Parce qu'il faut que le peuple africain disparaisse. Une Afrique sans l'homme noir est une Afrique magnifique. Alors, on fait souffrir le peuple. Mais moi, le tiers africain, Georges Passy, le neveu de vrai président Fulbert Youlou, le premier président du Congo-Brazzaville, à côté, il y a John Kennedy, ancien président des États-Unis. Alors moi, le tiers africain, quand je parle, les gouvernements français, ils savent qui je suis. Emmanuel Macron.
Le roi dictateur, il sait, quand je parle, il sait qui je suis. Emmanuel Macron sait qui je suis. Il sait. Je ne sors pas d'une famille casseur des pierres. Non. Emmanuel Macron sait qui je suis. Il sait. Mais Emmanuel Macron, un grand mafieux, c'est lui qui fait à ce que la Côte d'Ivoire va mal. On l'a tué. Les Ivoiriens à main nue, ils n'avaient pas d'armes. On a renversé le gouvernement. On a placé une marionnette qui n'est même pas un Ivoirien, un Burkinabé. Alassane Ouattara, le tueur du peuple ivoirien, venu avec ses rébellions et soutenu par Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, qui ont profité du petit l'immunité qu'il avait de chef d'État. Il s'est cru. Après Dieu, c'était lui. Mais où est Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Voilà. Et ils ont tout fait d'envoyer Laurent Gbagbo à la CPI, Blé Goudé à la CPI, la mafia de la France-Afrique. Ils ont voulu que Laurent Gbagbo meure. Ils ont voulu que Blé Goudé meure. Mais Dieu a dit, je vais confondre la loge de France. C'est moi qui suis au contrôle de tout. L'humanité a été créée par moi. L'humanité n'était pas créée par les francs-maçons, ni les Illuminati, ni l'Église catholique, ni le Vatican. L'Afrique va mal. Ils ont mis depuis la conférence de Berlin 1884-1885 des stratégies pour le grand chaos de l'Afrique. Partout ça va mal. Le Cameroun, le Togo, le Tchad, le Mali, partout ça va mal. Au Niger, oui, partout ça va mal. Parce que la France, soi-disant, une puissance, mais elle est puissance en quoi? Est-ce que la France, elle a l'uranium? Est-ce que la France, elle a le cobalt, le tantal, le coltan, le pétrole? La France n'a rien. Ils n'ont même pas de diamants. Tout cela est pillé en Afrique. Et les Africains souffrent. Les migrants qui rentrent en France, ils dorment dans les rues de France. Et dans les rues de France, il y a pas mal de pauvres. Parce que Emmanuel Macron, il se dit que lui seul doit avoir tout l'argent. Et il doit avoir une super belle vie. Et les autres doivent souffrir. Mais dans quel monde nous vivons? C'est quoi ça? Est-ce que ici, mon oncle, Fulbert Yulou, à côté de John Kennedy, est-ce que John Kennedy était dans la mafia de la France-Afrique? Non, John Kennedy n'était pas dedans. Même Donald Trump, il n'est pas dans la mafia de la France-Afrique. Mais pourquoi la France appauvrit l'Afrique? Pourquoi la France empêche le développement de l'Afrique? Et ils sont fiers. Ils sont fiers que la situation perdure en Afrique. Ils sont très fiers. Et ils se disent que l'Afrique doit continuer à aller mal. On peut piller l'Afrique. On peut faire ce qu'on veut. Mais c'est quoi ça? Est-ce que l'Afrique va continuer? Est-ce que ça va continuer? Mais on va où? On va où? Hein? On va où? Et on fait croire que l'Afrique, ça va. Ça va. Que fait réellement l'armée française en Afrique? Elle est en Afrique juste pour les pillages immenses des minerais. Mais l'armée française, elle sert à quoi en Afrique? Elle sert à rien. À rien du tout. Piller l'Afrique. Elle est là pour piller l'Afrique. Mais est-ce qu'on va continuer à regarder le cinéma de la mafia de la France-Afrique? Aujourd'hui, en Afrique, il y a des élections. Mais des élections, deux fois, on se pose la question, est-ce que ce sont des élections? Non. Nous allons suivre un petit truc ici.
nous avons vu ici quelqu'un qui n'était pas nommé par le peuple congolais, mais nommé par une mafia des kabylistes. Ils ont placé Félix alias Tshisekedi, Pétain, Hitler, Kabila. Ils l'ont placé au pouvoir. Et là, il était aux États-Unis. Et Donald Trump l'a pas reçu. Hein. C'est les petits de Donald Trump. Il était écarté parce qu'au fait, il n'est pas le président du Congo RDC. Le vrai président du Congo RDC toujours, c'est qui? Kabila est toujours là. Kabila se cache derrière Félix. Félix n'est que le masque du cinéma de alias Kabila. Et c'est ce qui se passe maintenant en Afrique. En Afrique, les Jeux de la France-Afrique, il faut qu'il y ait des présidents troubadours. Des présidents troubadours qui sont là juste uniquement pour s'enrichir et donner tout aux sociétés mafieuses des multinationales. Et c'est ce qui se passe. Félix est soutenu par la mafia de l'Élysée, est soutenu par toute la mafia des multinationales. La vérité doit être dite. Pourquoi moi le dire depuis que je parle? Pourquoi les autorités françaises sont au garde à vous? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas me toucher. Ils savent que tout ce que je dis, c'est la vérité. Ils savent. Parce que tous ce sont des voleurs. C'est des voleurs. Ils appauvrissent nos États. Les citoyens souffrent. Les citoyens souffrent éperdument. Et on veut que les gens continuent à accepter toute une manigance de la tricherie. Mais nous nous disons ceci. C'est fini la tricherie. Nous vivons à une époque où ce que le peuple maintenant doivent avoir la parole. Le peuple maintenant doit s'exprimer. Parce que c'est fini la tricherie. C'est quoi ça? Est-ce qu'on va continuer à vivre dans un domaine que de la tricherie? Non. Il faut que ça change. Nous avons besoin que les choses changent en Afrique. Nous avons besoin de voir une Afrique meilleure. Mais une Afrique meilleure pour que tout le monde en profite. Et non de voir une Afrique où est-ce que les gens vont souffrir. Non. Je dis non. Il faut que l'Afrique change. Et nous avons le devoir de dire non à la mafia de la France-Afrique. Nous avons le devoir de dire non à ce qui se passe en Afrique. Parce que ce qui se passe en Afrique est intolérable. Dans des écoles en Afrique, il n'y a pas de bancs. Dans des écoles en Afrique, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a même pas un grand tableau. Il n'y a qu'un petit bout de tableau. Hein? Pour écrire. Le professeur, la maîtresse. Mais c'est quoi ça? En Afrique, il n'y a même pas des hôpitaux pour soigner les malades proprement. Et les gens décèdent. Et c'est ça l'Afrique qu'on veut. C'est une Afrique misérable qu'on veut pour le peuple africain. Mais pendant ce temps, l'Afrique égorge immensément des richesses. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va continuer? Je dis non. Ici, on va lire. John Foster, il disait ceci. Notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains. Et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. John Foster, ici. Donc pour John Foster, une Afrique sans des Africains est une Afrique meilleure. Vous voyez? Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais est-ce qu'on va rester calme? Je dis non. Je dis non. Il faut que ça change. Voilà pourquoi nous devons nous lever. L'Afrique est immensement riche. Il y a le pétrole. Il y a tout. Mais comment ça se fait l'Afrique est en dernière ligne?
Même une aiguille, il n'y a pas en Afrique. Même le fil n'est pas produit en Afrique. Mais ça fait mal. Et l'Afrique égorge immensément des richesses. Le pétrole, le gaz. Nous avons ce qu'on appelle le cacao. Le cacao est égal au chocolat. Mais l'Afrique est pauvre. Mais comment ça se fait que l'Afrique peut être pauvre? Nous avons, je vais vous montrer ici. Le cacao est égal au chocolat. Toute l'Europe, les États-Unis, ils boivent le chocolat chaud. Le café, ils en consomment. Mais est-ce qu'en France, il y a les plantations de cacao? Il y a les plantations de café? Il n'y a pas. Tout cela vient de l'Afrique. Mais comment ça se fait l'Afrique n'a rien? Mais l'Afrique n'a rien parce que la mafia de la France-Afrique. La mafia de la France-Afrique. Une mafia bien organisée. Voilà pourquoi l'ancien président Laurent Gbagbo ne voulait pas rentrer dans la loge de France et ne voulait pas participer à ce qu'on appelle les mallettes de la France-Afrique, les valises de la France-Afrique. Parce que Alassane Ouattara, quand il vient en France, il amène beaucoup d'argent pour donner au gouvernement français. Il amène beaucoup d'argent pour corrompre le système français, le gouvernement français. Oui, la vérité doit être vite. Excusez-moi. Une grande mafia. Mais est-ce qu'on va rester calme sur le système de la mafia de la France-Afrique? Je dis non. Nous allons suivre quelque chose. The sum up card reader makes card payments easy. No fixed contract. C'est dans la suite, nous évoquions ce soir le déplacement, le voyage officiel d'Emmanuel Macron en Afrique. Antoine Glaser me fait la gentillesse de rester à mes côtés pour répondre à vos questions. Première question, la forte présence chinoise en Afrique ne pousse-t-elle pas Emmanuel Macron à agir fort et vite? Si, absolument, absolument. Parce que finalement, même dans des bases comme Djibouti, où il y avait la présence française était dominante, en ce moment, la Chine est sur... Autant chaque ancienne puissance coloniale reste dans son précaré, l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone, l'Afrique francophone, autant les Chinois sont sur l'ensemble du continent multisecteur. Le seul secteur où il n'y a pas encore les Chinois, c'est dans les services, style Bolloré, dans la manutention, Orange, dans les télécoms, ils ne sont pas encore extrêmement actifs. Mais je veux dire, honnêtement, là, les grands groupes français en Afrique sont en perdition, et c'est pour ça que Macron, essaye d'accompagner les entreprises françaises et parle toujours du soft power, avec justement les start-up et autres, parce qu'il y a des secteurs où les Chinois ne sont pas encore. Mais par exemple dans les infrastructures... ils sont déjà. Il faut oublier. Il faut oublier, c'est déjà trop tard. Quelles relations entretiennent les Africains avec les autres anciennes puissances coloniales? Alors le problème de l'Afrique, c'est que c'est encore complètement balkanisé. Le seul truc qui est incroyable, par exemple, quand il y a eu la crise Ebola, c'est absolument hallucinant. Ça veut dire les Américains sont intervenus au Libéria, qui était une ancienne colonie, avec des esclaves qui étaient revenus au Libéria. Les Français en Guinée, parce que c'est francophone. Et puis les Anglais en Sierra Leone. Ça veut dire que dans les têtes et les mentalités, chacun reste dans son précaré. Mais la colonisation a été complètement différente. Les Anglais, c'est chacun dans son club. Ça a été très loin, parce que c'était quand même l'apartheid en Afrique du Sud ou en Rhodésie, avec l'arrivée de Robert Mugabe. Tandis que la France, c'est toujours politique assimilationniste. On a voulu vraiment créer un village gaulois dans le précaré des anciennes colonies françaises. Ce qu'on appelait, on disait toujours, c'est la dépendance dans l'interdépendance. Ça veut dire, finalement, on leur dit, voilà, vous êtes indépendant en 1960, mais il y a une sorte de post-colonie de guerre froide où on reste complètement maître du jeu. Donc c'est avec des présidents africains comme Hifouet-Boigny ou Léopold Sédar Senghor qui ont déjà été dans des gouvernements en France. Donc les jeunes ne savent pas qu'il y a vraiment des chefs d'État africains qui ont été dans des gouvernements en France dans les années 50-60. Pourquoi l'Afrique conserve-t-elle le franc CFA? Alors, il faut poser la question aux dirigeants africains. Ça veut dire il faut bien définir la difficulté actuellement, c'est que vous avez deux zones. Il y a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, avec deux banques centrales. BCAO, Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, BEAC, Banque centrale des États d'Afrique centrale.
et c'est pas impossible qu'à un moment donné, il y a déjà une première d'évaluation, qu'il y ait un découplage des deux zones. Ça veut dire l'Afrique centrale, qui est une Afrique pétrolière, pourrait à un moment donné, on parle de temps en temps d'évaluation, et l'Afrique de l'Ouest pourrait s'intégrer avec la monnaie du CFA pour être transformée en une monnaie africaine, qui serait la monnaie de l'Afrique de l'Ouest, avec des pays anglophones comme le Grand Nigeria et le Ghana. Donc on pense que le CFA va pas durer. Avant c'était vraiment le franc des colonies de la France-Afrique. Après ça s'appelait, là maintenant c'est la communauté financière africaine. Et je veux dire, à un moment donné, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Il a ouvert des portes. Mais oui, surtout qu'idéologiquement, politiquement, c'est très mauvais que ça continue. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Voilà. Voilà, nous avons suivi. C'est comme par exemple, ici nous avons les mangues, le jus de mangue. Est-ce que l'Europe a des plantations de mangue? Ils n'ont pas. Les plantations des mangues, ça vient d'où? De l'Afrique. L'Afrique, les mangues. Donc vous voyez, ils fabriquent les jus de mangue grâce à l'Afrique, grâce à l'énergie des peuples africains qui sont en train de tout donner à l'Europe et les États-Unis. Vous voyez, quand nous regardons cela et nous voyons vraiment qu'est-ce qui est le système noyau du phénomène de la mafia France-Afrique. Elle pille tout en Afrique. Même le jus de mangue là, que je bois là, ici, il y a en Afrique, aucun peuple africain même ne boit cela. Il n'y a pas. Le jus de mangue, il n'y a pas en Afrique. Les gens mangent que la mangue. Mais le jus de mangue, en Europe, il y en a. Au Canada, aux États-Unis et ailleurs, il y en a. Et c'est là où on comprend le système mafieux de la France-Afrique. Mais est-ce qu'on va se taire? Est-ce qu'on va continuer toujours à accepter l'inacceptable? Est-ce qu'on va toujours accepter? Est-ce qu'on va toujours continuer à regarder le système du cinéma de la France? Nous allons suivre quelque chose ici. Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules de Londres. Un animateur de télé sera avec nous aussi tout à l'heure dans le grand oral. Non, c'est pas. Il a présenté pas mal de trucs. Bah, il y avait le juste. J'ai tout respecté honnêtement et scrupuleusement. Du millénaire dans le 19e arrondissement. Ce sont surtout des migrants qui viennent de l'Afrique noire, Soudan, Somalie, Érythrée. Ce matin, évacuation toujours en cours d'ailleurs. Oui, il faut rappeler qu'il y a eu un bras de fer entre la maire de Paris et Gérard Collomb pendant de longues semaines. Chacun se renvoyait un peu la balle. Bras de fer finalement sur le dos de ces migrants qui dorment dehors. Alors il y a 3 grands camps de migrants à Paris. Il y en a un à Port de la Chapelle, entre 300 et 400 personnes. Il y en a un le long du canal Saint-Martin où vivent quelques 800 migrants, surtout des Afghans. Et puis il y avait celui-là, le plus important, 1700 personnes recensées sur le campement du millénaire dans le 19e arrondissement. Ce sont surtout des migrants qui viennent de l'Afrique noire, Soudan, Somalie, Érythrée, des migrants qui sont donc pris en charge dans 24 structures d'accueil, essentiellement des gymnases, mobilisés en Ile-de-France mais aussi à Paris. D'ailleurs, Gérard Collomb reprochait à la maire de Paris de prendre finalement assez peu de migrants à l'intérieur de Paris et souvent on les renvoie à l'extérieur, notamment en banlieue. Donc là, on a la mise à l'abri de ces migrants avec une lettre qui a été remis à chaque migrant, à la fois en anglais et en arabe, pour expliquer que la France était une terre d'accueil, qu'il y avait des démarches à faire pour être soit demandeur d'asile, soit obtenir le statut de réfugié, soit recevoir de l'aide pour réintégrer son pays, un soutien financier. On verra si ces migrants vont le faire, parce que la plupart, en fait, puisque là ce sont plutôt des anglophones, veulent rejoindre la Grande-Bretagne et Paris et finalement la ville de transit. Est-ce que finalement on règle le problème? Tu as rappelé que c'était la 35e opération d'évacuation depuis 2015. 20... On ne règle pas la situation.
Il faut que la France dégage de l'Afrique. Il faut que le système néocolonialiste dégage de l'Afrique. Il faut laisser l'Afrique en paix. Il faut laisser l'Afrique se développer. Parce qu'au XXIe siècle, voir que notre continent, qui est l'Afrique, il n'y a pas de l'eau claire, l'eau potable dans les robinets. Mais attendez, mais ça fait mal. En Europe, vous avez besoin de vous doucher. À n'importe quel moment, vous ouvrez l'eau, vous avez l'eau chaude. En Afrique, il faut faire des distances très tôt le matin pour aller chercher l'eau dans des bidons. Hein? Mais attendez, on va où? Et l'Afrique égorge immensement des minéraux. Et les dictateurs, on les appelle présidents de la République. Quel président de la République? Tous ce sont des cochons. Les cochons de l'Élysée. Tous. Ils travaillent pour l'Élysée. Ce sont des cochons de l'Élysée. Des serviteurs de l'Élysée. La vérité doit être dite. Et on ne peut pas continuer à concevoir ce qui se passe en Afrique. On ne peut pas continuer à accepter l'inacceptable en Afrique. L'Afrique va mal. Mais est-ce qu'on va continuer à regarder ce qui se passe en Afrique? Je dis non. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Le néocolonialisme doit disparaître. C'est pas pour rien, capitaine. Thomas Sankara disait « abat le néocolonialisme ». Et moi je dirais « abat le néocolonialisme, abat le franc CFA, abat le système des ambassades chez nous en Afrique ». Il faut qu'il dégage. Est-ce que l'Afrique a besoin réellement de la France ou des États-Unis ou de l'Angleterre ou d'ailleurs? Non. Chacun maintenant va rester chez eux. Chacun restera chez eux. Les migrants qui dorment dehors dans Paris, mais ils viennent chercher ce que la France a volé en Afrique. Là, on est en train de parler des Somaliens. On parle des gens d'ailleurs. Mais on ne dit jamais la vérité en France. Parmi ces migrants qui dorment à la Chapelle ou ailleurs, il y a des Ivoiriens, il y a des Congolais de la RDC, il y a des Congolais de Brazzaville dans cette foulée. Mais on ne dit jamais. On met toujours le tort ailleurs. Il y a même des Ivoiriens dans la foulée des migrants qui dorment dehors en France. Mais la vérité doit être dite. Il faut que le système néocolonialiste dégage de l'Afrique. Il faut que la France qui dit pays d'accueil, quel pays d'accueil? Un pays où on maltraite les Noirs, un pays où on tue des Noirs, c'est quel pays d'accueil ça? C'est pas un pays d'accueil. C'est la mafia de la France-Afrique. Et vous avez des Noirs, des Africains, des Noirs, mais qui jouent le rôle du cinéma de la France-Afrique pour détourner immensement les biens de l'Afrique. Vous avez des Africains qui sont derrière, mais il y en a marre. Maintenant, moi, ce que je dis, chacun doit rester chez eux. L'Afrique ou la mort, voilà. Chacun doit rester chez eux. Et ça va être comme ça. Parce qu'on ne peut plus accepter l'inacceptable. Vous avez des Africains qui vivent en Europe, qui sont en train de souffrir. Mais c'est quoi ça? Vous avez des Africaines qui vivent aux États-Unis, elles souffrent. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Nous allons écouter ici quelque chose de très important. If you need a new website for your business, don't skip this video. De rentrer au Togo par le dictateur Faure Gnassingbé Yadema, qui n'aime pas lorsque l'on parle de justice sociale, qui n'aime pas lorsque l'on parle de France-Afrique, parce que tous ceux qui sont dans la corruption, tous ceux qui sont dans la gabégie, tous ceux qui sont dans les détournements de fonds, n'aiment pas qu'on parle de la France-Afrique, puisque les détournements de fonds et la corruption de nos élites sont une partie constituante, justement, de cette France-Afrique. J'ai fait Madagascar,
j'étais invité au Forum international de l'économie pour parler de la France-Afrique, du néocolonialisme et donc par conséquent aussi de la corruption de nos élites et de la nécessaire résistance africaine de la société civile. Et j'ai été dans un camp de migrants où bon nombre d'Africains, notamment d'Africains de l'Ouest, mais pas seulement d'Africains francophones, sont présents en Italie, toujours dans le cadre de cette tournée l'Afrique libre ou la mort, parce que cela fait partie aussi de notre combat contre le néocolonialisme. Ce ne sont rien d'autre que des résultantes. Aujourd'hui, je décide de venir au Burkina Faso, ce n'est pas un hasard. 1 an et 3 jours après l'acte du billet que j'ai brûlé dans une manifestation internationale contre la France-Afrique, il n'y avait pas de hasard, il était de mon devoir de venir ici face à vous pour faire un bilan de notre combat, pour présenter mon nouvel ouvrage qui est un bilan et une synthèse de notre combat politique et qui dresse les perspectives. Comme certains d'entre vous le savent, probablement la majorité, nous sommes rentrés dans ce combat politique pour la souveraineté de nos populations d'Afrique, de la zone franc, non pas, contrairement à ce que les médias français mythomanes veulent nous faire croire, par volonté de haïr la France ou de haïr les Blancs, mais parce que nous partons du principe que chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. Nous partons du principe qu'il n'y a pas de raison qu'en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen-Orient, en Occident, la majeure partie des populations ait accès à leurs ressources naturelles. La majeure partie, pas toujours. En réalité, la majeure partie du temps, ce sont les Occidentaux qui ont accès à leurs richesses naturelles. Les autres connaissent les guerres, puisque leurs richesses naturelles sont toujours spoliées par les puissances occidentales et les multinationales. Mais nous partons du principe qu'il n'y a pas de raison que certains aient accès à ces ressources naturelles, que certains soient en harmonie avec des conditions de vie décentes, et que la terre d'Afrique, qui est remplie de richesses, qui est remplie de matières premières, la terre d'Afrique qui peut être considérée comme la bijouterie du monde entier, ne puisse pas bénéficier à ses enfants, mais bénéficie à l'oligarchie d'Occident et à l'oligarchie corrompue africaine aussi. En ce sens, nous avons lancé, il y a un peu plus d'1 an et demi de cela, avec notre ONG Urgence panafricaniste, le front anti-CFA. Beaucoup de choses ont été dites dans cette presse internationale et relayées par la presse africaine aussi. En l'occurrence que le front anti-CFA était un front contre le franc CFA uniquement. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour rappeler que c'est une erreur d'appréciation et une erreur d'information. Le front anti-CFA, CFA est l'acronyme de colonialisme français en Afrique. Je répète, colonialisme français en Afrique. Le front anti-CFA était donc un front contre, et est un front contre la France-Afrique et contre le néocolonialisme de manière générale. Ce n'est pas un hasard, il y a un coq qui vient. Quand nous parlons de France-Afrique, le symbole de la France s'approche de nous. Mais qu'il sache qu'il n'en a pas pour longtemps et qu'il finira comme poulet grillé bientôt lui aussi. Plus sérieusement, lorsque nous nous sommes lancés dans cette démarche, l'objectif qui était le nôtre était de mettre sur la table la problématique de la souveraineté au XXIe siècle. Toutes les personnes qui se sont levées pour dénoncer le dépouillage de nos ressources naturelles, pour dénoncer les détournements de fonds systémiques et endémiques de nos élites en concordance avec l'oligarchie française, ont été soit assassinés, soit incarcérés, soit ils ont été isolés de telle sorte que le peuple se retourne contre eux, c'est Sékou Touré. J'ai une grande pensée pour celui qui est notre père à tous en ce qui concerne ce combat de résistance, qui est Thomas Isidore Sankara, qui nous a montré la voie sur la nécessaire manière de résister face à ce néocolonialisme-là. La chance qu'avaient nos aïeux à l'ancienne époque, c'est qu'ils pouvaient accéder aux plus hautes responsabilités et il y avait encore une notion de homme d'État. Aujourd'hui, malgré tout le respect que j'ai pour mes aînés, quels qu'ils soient à la tête de nos États, malheureusement le pouvoir n'est plus en leurs mains. Quoi qu'on en dise, la plupart sont, bon gré mal gré, des serviteurs d'une cause que parfois ils n'apprécient pas. Mais ils savent que s'ils sont contre cette cause-là, ou du moins s'ils sont contre l'impérialisme français, ils seront assassinés. Voilà. Ils seront assassinés, nous avons suivi. Mais la France-Afrique est une grande mafia qui doit disparaître. Nous n'allons pas continuer à accepter l'inacceptable. Nous avons en Côte d'Ivoire des étudiants qui veulent aller à l'école. Des élèves, on les empêche parce que
Alassane Ouattara préfère voler les valises de pas mal d'argent pour amener en direction de l'Élysée. Parce que quand Alassane Ouattara vient en France, il amène 30 valises remplies d'argent pour la direction de l'Élysée. Hein? Parce que l'Élysée est une grande mafia. C'est le temple de la mafia. L'Élysée, c'est le temple solaire de la mafia. On pille immensement. Et on empêche en Côte d'Ivoire que des enfants aillent à l'école. On empêche au Gabon que des étudiants aient leur bourse. Mais c'est comme au Congo-Brazzaville. Depuis, les étudiants n'ont pas leur bourse. Même les étudiants congolais de Brazzaville qui sont au Cuba, Russie, il y a pas mal qui tombent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils meurent de faim. Il n'y a pas d'argent. Mais comment des étudiants peuvent aller apprendre à l'étranger? Ils ont droit à une bourse. Mais il n'y a pas de bourse. C'est par rapport à l'Élysée. La mafia de l'Élysée. Et voilà pourquoi cette mafia de la France en marche, dont les gilets jaunes qui sont que des Français manifestent pour pointer de doigt le cinéma mafieux de la France-Afrique. Et les gens souffrent. Pauvreté sur pauvreté. Il y en a marre. Il y en a marre. Emmanuel Macron doit comprendre qu'il doit laisser l'Afrique tranquille. Au Congo-Brazzaville, chez moi, les peuples souffrent. Ils n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas l'électricité. Et au Congo-Brazzaville, dès qu'il commence à faire nuit, les pauvres, ils commencent à pleurer. Parce qu'ils vont dormir dans le noir. Et il y en a, ils mangent même dans le noir. Mais c'est quoi ça? Et en France, jusque dans des campagnes, il y a l'électricité. Mais en Afrique, il n'y a pas. Pourquoi? Areva vole l'uranium en Afrique. Et la France, partout, c'est éclairé. 24 heures sur 24. Les États-Unis, l'Angleterre, la Suisse, partout, il y a l'électricité. Mais en Afrique, il n'y a pas. Les chemins de fer, hein, en Europe, c'est bien développé. Hein, aux États-Unis, partout. Mais en Afrique, il n'y a pas. Malheur sur malheur. Mais c'est quoi ça? L'Afrique qui détient tout. Alors, moi, le Tché africain, le neveu de Fulbert Yulou, hein, le vrai président du Congo, Fulbert Yulou, hein, ici avec John Kennedy, je dis ceci, il faut que les choses changent. Aujourd'hui, en France, il y a pas mal de Congolais de Brazzaville. Ils vivent depuis en France. Ils ne vont même pas au Congo. Ils ne vont même pas au Congo. Ils sont en France comme des esclaves. Parce que la majorité des opposants sont devenus des esclaves. Souvenez-vous à l'époque, l'histoire se répète. L'esclavagisme, on vole les Africains, on les amène. On les amenait en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et ce cinéma se répète. Aujourd'hui, vous avez pas mal des exilés politiques qui vivent en dehors de chez eux. Ils ne voient même pas la terre de chez eux. Vous avez des enfants qui n'ont même pas la chance de revoir chez eux. Mais attendez, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce cinéma? Toujours la France-Afrique. Est-ce que nous allons continuer à accepter l'inacceptable? Est-ce que nous allons continuer à accepter toujours de voir une Afrique qui est en train d'aller toujours en bas? Une Afrique là où on pille, une Afrique là où on fait souffrir, une Afrique là où on détruit tout. Hein? Non, on ne va pas accepter. Moi, je ne suis pas Félix. Hein? Je ne suis pas Félix Tshisekedi. Non, je ne suis pas Félix alias Tshisekedi. Moi, c'est le Tché africain Georges Pass. Et je dis à cette mafia de la France-Afrique, votre cinéma, ça va finir. Je dis à tous les multinationales, assassins, criminels en Afrique, vos cinémas vont finir. Il y en a marre.
Il y en a marre. Maintenant, nous, on sait que les nerfs de la guerre, c'est l'argent. On va s'organiser. Parce que le système des pyromanes, il faut qu'on anéantisse ce système. On ne va pas continuer avec le système des pyromanes. On ne va pas continuer avec le système de la France-Afrique qui est en train de détruire notre continent. On ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Il faut que les choses changent. Il y en a marre. Il y en a marre parce que au XXIe siècle, la France pille l'Afrique. La France fait à ce que l'Afrique n'ait rien. Mais est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va continuer à regarder ce cinéma? Est-ce qu'on va continuer à regarder? Je dis non. Il faut que ça finisse. On va suivre quelque chose ici. Bonjour à vous, me voici pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être présent. Le sujet d'aujourd'hui que je voudrais aborder, c'est un sujet sensible qui est connu en Afrique évidemment, mais très peu en France. Et je souhaite faire cette vidéo pour sensibiliser un peu mes compatriotes à un point vraiment sensible. Et j'ai envie de nommer cette vidéo d'ailleurs « Comment la France vampirise l'Afrique ». Je sais que c'est choquant, mais nous allons voir comment ça se passe. Alors il y a eu 200 ans de croisade, suivi de 500 ans d'esclavage. Est-ce que c'est vraiment terminé à l'heure actuelle? Est-ce que les pillages, l'esclavage, la domination, est-ce que c'est réellement terminé? Alors, la fin de l'Empire colonial français, c'est en 1960, quand la France a accordé l'indépendance aux 14 pays d'Afrique, subsahariens et aux Comores, etc. Alors, comment ça s'est passé? Il faut déjà revenir un peu en arrière, en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait rétablir l'économie mondiale, les pays qui avaient été touchés par la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, les grands de ce monde se sont réunis à Bretton Woods en 1944 et ils ont pris plusieurs mesures. Donc leur but, c'était de créer, essentiellement, de créer une banque mondiale, une organisation monétaire mondiale. Alors ils ont créé ce qu'on appelle la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom de Banque mondiale. Elle est divisée en 4 institutions et je voudrais en citer une. C'est l'IDEA, Association internationale de développement. Je la cite parce qu'elle avait pour but de lutter contre la pauvreté. Et lors de ces accords à Bretton Woods, en 1944, a été aussi créé le Fonds monétaire international, donc le FMI, et qui avait entre autres pour but de faire reculer la pauvreté également. Mais pendant ces accords de Bretton Woods, a aussi été créée la plus grande arnaque à ce jour. Et là, je vais nommer le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Alors après, plus tard, lors de l'indépendance des colonies, il a pris d'autres noms. Il a pris le nom Communauté financière d'Afrique ou Coopération financière en Afrique centrale, suivant les pays concernés. Alors comment ça marche? Le franc CFA, c'est un franc qui a un taux fixe par rapport au franc français. On ne peut l'échanger que contre le franc français. Si un pays d'Afrique, l'un de ces 14 pays concernés, veut faire du commerce international, il ne peut pas, il doit passer par le franc français. C'est la France qui définit le taux, la valeur de ce franc CFA. Alors, au départ, en gros, je vais vous dire en gros, pour un franc CFA, on recevait 2 francs français. Donc le franc CFA, au départ, valait 2 fois plus que le franc français. En 1960, juste avant l'indépendance accordée à ses colonies, juste avant, la France opère une dévaluation du franc importante, celle qui est passée de l'ancien franc au franc lourd. Ça veut dire que pour avoir un nouveau franc français, il fallait 100 anciens francs. Seulement la France n'a pas modifié le taux de change du franc CFA. Donc pour un franc CFA, on ne recevait plus 2 francs français, mais on recevait 2 centimes de francs français. Un autre moment historique, ça a été en 1994 quand la France a décidé de diviser délibérément
CFA par 2. Donc en 1994, lorsqu'on avait 1 franc CFA, on recevait 1 centime de franc français. Quelques années plus tard, le passage à l'euro en 1999, la valeur du franc CFA a encore été divisée par 6,55, la valeur donc le passage du franc à l'euro. Il fallait 6,55 francs pour obtenir 1 euro. Du coup, au 1er janvier 1999, il fallait 655 francs CFA pour obtenir 1 euro. Alors si on reprend depuis le début, voilà. En l'espace de 55 ans, la valeur du franc CFA... Nous avons écouté le franc CFA, le malheur de l'Afrique. Hein? Cette monnaie qui appauvrit immensement l'Afrique. Cette monnaie qui détruit notre continent qui est l'Afrique. Cette monnaie de merde, le franc CFA. Cette monnaie qui n'est qu'une monnaie pour permettre à la mafia de la France-Afrique de détourner immensement l'argent. Car cette mafia représente ce qu'on appelle les biens mal acquis. Les biens mal acquis, oui. Des soi-disant présidents de la République africaine. Mais au fait qu'ils ne sont pas des présidents, mais des cochons de l'Élysée. Les cochons de l'Élysée. Oui. La vérité doit être dite. Est-ce que nous allons continuer toujours à regarder l'inacceptable? Est-ce que nous allons toujours Europe 1, 8h moins le quart, alors que François Hollande part pour l'Afrique, accompagné d'une cinquantaine de chefs d'entreprise. Vous recevez Thomas l'avocat Robert Bourgi. Il a été pendant des années au cœur de ces relations, toujours complexes, entre les pays africains et nous. Il est votre invité tout de suite pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Robert Bourgi. Bonjour Monsieur Soto. François Hollande sera en Angola dès cet après-midi. Demain ce sera le Cameroun. Il a chouchouté Ali Bongo, le président du Gabon, lors du salon du Bourget. Le Congolais Denis Sassou Nguesso sera reçu en grande pompe mardi prochain et par François Hollande et par Manuel Valls. Est-ce qu'on est vraiment obligé de dérouler le tapis rouge aux tyrans africains, Robert Bourgi? Je vais vous répondre très franchement, Monsieur Soto. En 2012, le candidat François Hollande vouait aux gémonies la France-Afrique, bâtie par le général de Gaulle et M. Focard. Il dit: je ne ferai aucun déplacement officiel en Afrique avec tel ou tel personnage controversé. Et je ne recevrai pas ces chefs d'État sulfureux qui n'ont qu'un souci en tête, celui de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Elle a dit ça en avril et au mois de juillet, il recevait Ali Bongo en l'occurrence. Et aujourd'hui, on se rend compte que la France-Afrique est plus vivante que jamais. Le défilé des chefs d'État est ininterrompu, comme du temps de M. Sarkozy, du temps de M. Chirac, du temps du président Mitterrand. Et on se pose la question de savoir si le président Hollande se souvient des mots qu'il avait prononcés quand il était le candidat et quand il est arrivé au pouvoir. Je voudrais quand même profiter de votre invitation pour passer 2 messages au président Hollande. Les populations africaines, les élites africaines attendent beaucoup de la France et attendent beaucoup de lui. Je crois qu'il est placé aujourd'hui devant une mission. Cette mission, il faut qu'il la réussisse. C'est de faire pression
Et la France en a les Faire moyens. pression pourquoi pour la Faire démocratie dans pression ces pays sur les chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir. Voilà. C'est le cas de votre ami Ali Bongo, par exemple. Les chefs d'État africains qui s'attachent au pouvoir. Mais pourquoi ils s'attachent au pouvoir? Est-ce que ces petites marionnettes, cochons, est-ce qu'ils s'attachent au pouvoir comme ça? Non. Ils s'attachent au pouvoir parce que ils sont soutenus par la mafia de la France-Afrique. Ils sont soutenus par cette mafia qui encourage immensément les détournements de fonds. Oui, la France-Afrique. Cette France-Afrique qui détruit toutes les origines de chez nous, qui détruit toutes les références de chez nous en Afrique, parce que la mafia, elle est si solide. Cette France-Afrique qui appauvrit immensement notre continent qui est l'Afrique. Et ils adorent, ils se disent qu'ils ont autorité d'appauvrir l'Afrique. Car une Afrique, sans les Africains, est une Afrique meilleure. Nous allons écouter ici quelque chose d'important. Ce sont de graves infractions à la législation sur le financement des campagnes électorales et peut-être même davantage. La justice a été saisie, mais par Jacques Chirac. Son nom n'est pas très connu du grand public. Robert Bourgi est un homme de l'ombre, c'est un des acteurs de ce qu'on a longtemps appelé la France-Afrique. Robert Bourgi est notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous. Dans une interview au Journal du Dimanche, vous levez le voile sur ce système de financement occulte entre la France et l'Afrique. Vous affirmez avoir remis des valises entières d'argent liquide, plusieurs millions d'euros à Jacques Chirac et à Dominique de Villepin. Alors, vos explications dans un instant, mais d'abord, le rappel des faits avec Olivier Caroff. L'accusation s'étale en une du Journal du Dimanche. Un homme de l'ombre a décidé de dénoncer publiquement ses anciens compagnons. Aujourd'hui encore, Robert Bourgi est une figure des relations franco-africaines. Le voici il y a quelques mois lors d'une visite officielle de Nicolas Sarkozy au Gabon. Mais il l'assure, personne à l'Élysée n'a été prévenu de ce qu'il allait dire, d'abord sur Jacques Chirac. Il l'a connu maire de Paris. À l'époque, Robert Bourgi serait venu le soir avec des sacs d'argent liquide, jamais moins de 5 millions de francs, précise-t-il. Il y a du lourd, demandait Chirac quand j'entrais dans son bureau. Il prenait le sac et se dirigeait vers le meuble vitré au fond de son bureau et rangeait lui-même les liasses. En 1995, Jacques Chirac entre à l'Élysée. Dès lors, c'est Dominique de Villepin qui aurait reçu Robert Bourgi jusqu'en 2005. Je disais aux destinataires, soit le président de la République, M. Chirac, soit M. de Villepin, il y a 2, 3, 1, 4, 5 millions de dollars. Quelquefois, il y avait une mallette avec un code, je donnais le code. Ce que devenait cet argent, je l'ignore, monsieur. De traces, il n'y en a pas. Pas de traces, pas de preuves, mais ces affirmations n'étonnent pas les spécialistes de la France-Afrique. Le rôle de Robert Bourgi, c'est vraiment d'être le messager des présidents africains auprès des hommes de pouvoir et en particulier de l'Élysée et des présidents français. Il a toujours joué ce rôle sur une très longue période. Un rôle qu'il dit poursuivre sous Nicolas Sarkozy, mais cette fois sans s'occuper d'argent. J'ai noté pour ma part qu'il précisait bien d'ailleurs qu'avec Nicolas Sarkozy, il n'était plus question de cela. Et c'est quelque chose qui me réjouit profondément. C'est la vérité d'ailleurs, c'est qu'avec Nicolas Sarkozy, il n'est pas question de cela. Ceci dit, je ne sais pas si avant ça s'est passé. À gauche, on réclame une enquête judiciaire. On doit savoir ce qui s'est passé. Voilà. Et le cinéma perdu. Le cinéma de la France-Afrique. Détournement immensement des richesses africaines. Et pendant ce temps, on appauvrit notre continent qui est l'Afrique. L'éducation nationale, elle est cassée parce qu'il faut empêcher la jeunesse de ne pas aller à l'école. Comme ça, ils ne sauront même pas prendre un stylo pour pouvoir rédiger une lettre. Comme ça, ils ne sauront même pas comment écrire leur nom. Voilà, la vérité doit être dite. Et on empêche cette génération de ne pas avoir la connaissance. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Le système néocolonialiste, l'appauvrissement total de l'Afrique. Et c'est ça. Voilà pourquoi
moi, le tiers africain, je continuerai toujours à pointer cette mafia, la mafia France-Afrique. Je continuerai toujours à pointer les mallettes d'argent. Car le cinéma de ces mallettes d'argent, il faut détourner immensément beaucoup de biens en Afrique. Il faut permettre à ce que l'Afrique n'ait rien. Mais faire à ce que les mallettes remplies d'argent puissent donner toujours au système de la France-Afrique tout ce qu'ils veulent. Mais est-ce qu'on va continuer toujours avec le système de la France-Afrique? Est-ce qu'on va continuer toujours avec le système qui appauvrit l'Afrique? Non, il y en a marre. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Car les peuples ont besoin que ça change. Ils ont besoin que ça change. Alors, voilà ce que le système de la France-Afrique veut. C'est ce système qu'ils veulent. Les mallettes remplies d'argent, des liasses d'argent, la mafia de l'Élysée. Ils adorent les liasses d'argent. Oui, et les liasses d'argent, ils doivent avoir des paquets d'argent. Et c'est cette mafia dont Alassane Ouattara adore. Quand Alassane Ouattara dit que l'argent africain, c'est le franc CFA. Et c'est une bonne monnaie, grandement faux. Parce que, au fait, les mallettes d'argent de la France-Afrique, il y a des dollars, il y a l'euro, il y a des liasses et liasses d'argent. Et des centaines immenses, des liasses et liasses d'argent. Et c'est ce qui se passe, l'Élysée. Détournement des liasses et liasses d'argent. Et c'est ça, la mafia de la France-Afrique. Et l'éducation, il n'y a pas. Vous savez, l'Afrique, en train de vivre ce qu'on appelle des situations chaotiques. Voilà. Voilà. Et c'est ça. Voilà. C'est de ça qu'eux, ils aiment. Ça. Mais il faut que ça finisse. Donc, le tiers africain, il a dit ce qu'il fallait dire. Oui. Au Congo-Brazzaville, nous avons connu toujours que la dictature. Il y a eu pas mal des présidents assassinés. Au Congo-Brazzaville, par le cinéma de la mafia de la France-Afrique. Et je dis non, il faut que ça finisse. Mon oncle Fulbert Yulu, le vrai président du Congo-Brazzaville, ici, avec la soutane Christian Dior, à côté de John Kennedy. Mon oncle Fulbert Yulu, le vrai président du Congo, a été enlevé du pouvoir par Général de Gaulle. Oui, Général de Gaulle, le psychopathe, le mythomane. Ici, nous avons les présidents, ceux qui ont gouverné au Congo-Brazzaville. Ils sont là. Nous avons Fulbert Yulu, l'abbé Fulbert Yulu, mon oncle. Nous avons Massamba Deba, tonton Massamba Deba, ancien président du Congo-Brazzaville. Nous avons tonton Poigny. Nous avons Marien Gouabi, assassiné. Nous avons Massamba Deba. Nous avons Yombi Opango. Nous avons Pascal Lissouba. Et nous avons Sassou Nguesso. 8%. Et il est toujours là.